Que s'est-il passé au XVe siècle? Pourquoi le peuple le plus pieux, le plus juste, le peuple le plus admiré du monde entier depuis des millénaires sera-t-il réduit à un traitement inhumain et barbare pendant 400 ans? Pendant des millénaires, la richesse et la noblesse de l'Afrique suscitent la convoitise des peuples méditerranéens qui tentent en vain de pénétrer le sanctuaire africain par la violence. À plusieurs reprises, ils sont refoulés par les Africains de l'époque pharaonique. Mais ils persévèrent. Ils emploient tous les moyens, la violence, la ruse, la propagande. Dans la capsule précédente, nous avons constaté qu'ils ont finalement réussi à démanteler l'Égypte antique, de telle sorte que les Kémites se sont dispersés dans la diaspora au sud de la vallée du Nil, dans des royaumes florissants. Dès les années 780 après Jésus-Christ, le Maghreb établit un contact avec le Soudan occidental. Contact de commerce, contact d'évangélisation et contact d'agression. Des raids, des rapts, des razzias sont organisés par des tribus arabo-berbères pour y capturer des Africains. L'islam naissant autorise la mise en esclavage des personnes non converties. Les empires ottomans, perses et arabes vont agresser et enchaîner des millions d'Africains qu'ils transporteront via le Sahara ou via la mer Morte. Aujourd'hui, nous explorons principalement le sort cruel qui a été réservé à nos ancêtres du 15e au 19e siècle. Ce que le continent africain a subi en ces périodes-là n'est pas du tout l'esclavage, mais la manifestation de la cruauté indicible des peuples du monde occidental et du monde arabo-berbère. Nous employons le terme Yovoda pour désigner cette action barbare. Yovoda est un mot issu de la langue fon au Bénin. Il signifie la cruauté du blanc. Le terme a été forgé par l'association collective des filles et fils d'Africains déportés. Dans un article intitulé Paul Ricoeur et la guerre des mémoires, l'historien français Patrick Garcia a écrit, je cite, « La mémoire de l'esclavage et de la traite négrière offre un exemple probant de la façon dont les revendications mémorielles se calent désormais sur les modalités de reconnaissance publique de la Shoah. Ainsi, l'une des associations qui entend être le porte-parole de cette mémoire, le COFAD, collectif des filles et fils d'Africains déportés, a calqué sa dénomination sur l'Association des fils et filles de déportés juifs de France, fondée en 1979 par Serge Karlsfeld. De même que la dénomination Shoah s'est peu à peu imposée, elle entend promouvoir le terme Yovoda. Ce qui s'est passé en Afrique n'était pas de l'esclavage. Le mot esclavage renvoie à plusieurs pratiques dans l'histoire de l'humanité, des pratiques très différentes les unes des autres, le servage, le vileinage, la contrainte des réparations, et j'en passe. De même, les expressions commerce des esclaves ou traite négrière renvoient à la négociation, à l'entente, à la concertation. Mais que s'est-il passé en 4 siècles en Afrique? Tout commence avec une convoitise vis-à-vis des richesses du continent africain. En 1324, le voyage à la Mecque de Kankan Moussa, le Mansa du Mali, attire des convoitises. S'arrêtant au Caire, le Mansa offre tellement d'or que les coûts chutent pendant 10 ans dans toute la région jusqu'à Constantinople. Le Mansa est jusqu'à ce jour considéré comme l'homme le plus riche que le monde entier ait jamais connu. Sur la carte, le portrait de Mansa Moussa tenant une pépite d'or symbolise la richesse de tout un continent et aiguise l'appétit de conquête des Européens. Ainsi, l'Europe s'ouvre au monde et découvre qu'elle se situe en marge de la plus grande zone d'échange de l'époque, l'Afrique. Cette convoitise génère une première coalition entre les industriels et l'Église. La coalition se manifeste de 4 façons différentes. La première façon consiste à financer l'entreprise de Yovoda. En 1420, le pape Martin V nomme Henri le Portugais navigateur, gouverneur de l'ordre militaire du Christ. Le Portugal est ruiné par la guerre menée aux morts qui occupent leur pays depuis 800 ans. La fortune de l'ordre du Christ, qui n'est autre que la résurgence de l'ordre des Templiers, permettra à Henri le Navigateur de construire des caravales négriers et de financer ses expéditions en Afrique. Cette entreprise, rendue possible par l'invention de la fameuse caravelle, va permettre aux Portugais de contourner l'Afrique et trouver une nouvelle route vers les Indes après que les Ottomans aient pris le contrôle de la partie orientale de la mer Méditerranée,
rendant périlleux le voyage pour tout Européen. Au cours de cette aventure, ces navigateurs portugais feront des escales sur les côtes du continent noir. Ces escales deviendront des comptoirs et plus tard, toutes les puissances de l'Europe vont adopter le modèle portugais. Deuxièmement, la légitimation morale du Yovoda. En 1452, le pape Nicolas V délivre une bulle à Alphonse V de Portugal. La bulle est claire sur l'intention du pape. Celui-ci donne la bénédiction au Yovoda. Il légitime la cruauté du blanc. Il autorise et justifie cette cruauté par le fait que les Africains sont des ennemis du Christ parce qu'ils ne sont pas baptisés. Dans son livre « Et l'Europe sous-développa l'Afrique », Walter Rodney écrit « John Hawkins fit 3 voyages en Afrique dans les années 1560 et vola des Africains qu'il vendit aux Espagnols en Amérique. » Fin de citation. À son retour en Angleterre, après ce premier voyage, son bénéfice était tel que la reine Élisabeth Ier désira participer directement à la deuxième expédition. Et à cette fin, elle lui fournit un navire nommé Jésus. Hawkins prit la mer avec Jésus pour capturer d'autres Africains. Il rentra en Angleterre avec de tels dividendes qu'Élisabeth Ier le fit chevalier. Hawkins se choisit des armoiries représente un Africain enchaîné. Troisièmement, le partage du marché en vue de la bonne tenue de Yovoda. En 1494, le pape Alexandre VI bénit le partage du monde entre le Portugal et l'Espagne par le traité de Tordesillas. Au Portugal revenaient l'Afrique, l'Asie et le Bénin, alors que l'Espagne se voyait octroyer le reste de l'Amérique. Quatrièmement, le partage des fruits de Yovoda. En 1441, une expédition conduite par Antam Gonzalves et Nuno Tristan ramena en Europe 10 captifs d'Afrique. Plusieurs esclaves furent envoyés en grande pompe à Rome, où ils furent offerts au pape Eugène IV. Les autres furent vendus à Lisbonne à prix d'or. Après cette première et fort lucrative opération, les navigateurs portugais prirent l'habitude de ramener des esclaves de chacun de leurs voyages en Afrique. Yovoda. C'est en définitive l'histoire d'une coalition internationale et multidimensionnelle contre un seul peuple. L'Afrique n'est pas attaquée par une nation, mais par une coalition de nations. Portugal, Espagne, France, Angleterre. Ils bénéficient de l'alliance de la première autorité morale que représente l'Église. Dans chaque nation, tous les corps professionnels, tous les ordres moraux ont uni leurs efforts pour produire la cruauté. Le prélat, les aristocrates, les industriels, les banquiers, les savants, ils se soutiennent et s'influencent mutuellement pour attaquer l'Afrique et tuer les Africains. Pensez à Montesquieu qui écrivait, je cite, « Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont des noirs depuis les pieds jusqu'à la tête et ils ont le nez si écrasé, il est presque impossible de les plaindre. » On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme surtout bonne dans un corps tout noir. Fin de citation. Yovoda, c'est aussi l'histoire d'un transfert de culpabilité, d'une dissimulation de preuves par le criminel. L'auteur de la cruauté invente un vocabulaire qui sème la confusion, qui culpabilise la victime et qui le dédouane lui, le criminel. Il parle d'esclavage, de traite négrière, de commerce des esclaves noirs, de vendeurs d'esclaves, de co-responsabilité, de vous à moi. Une relation commerciale est-elle encadrée par des textes juridiques tels que le Code noir, qui en son article 44 dénie tout droit juridique et officialise le statut des esclaves comme des biens meubles que l'on peut posséder et vendre ou échanger. Quel est ce commerce qui est fait sur la base d'un texte juridique qui légitime le châtiment corporel et la peine de mort? Est-ce le commerce, ça? C'est bien beau de dire que les Africains sont co-responsables de la traite, mais ce faisant, il faudra répondre à la question de savoir quel est ce drôle d'acheteur qui consent à acheter des êtres humains pour en faire des biens meubles et disposer du droit de les tuer, qui les tue quand il veut, qui le jette à la mer quand il tombe malade, de peur qu'il contamine les autres, et qui touche des primes d'assurance à cet effet. Est-ce humain? La dissimulation, c'est aussi de dire que tous les peuples du monde entier ont commis l'esclavage et que seuls les Européens ont aboli l'esclavage. Voilà ce que vit cette génération d'Africains en 400 ans. C'est l'histoire d'une longue guerre à laquelle nos ancêtres n'avaient pas été préparés. Une guerre dissimulée, mais une guerre qu'ils ont menée avec
bravoure. Plusieurs ouvrages de l'époque, rédigés par des témoins oculaires, des Européens notamment, rendent compte de la détermination des Africains. Pensez à la chronique de Guinée, qui se termine par le récit de plusieurs expéditions malheureuses au sud du Cap-Vert, où les Blancs sont reçus à coups de flèches empoisonnées. Les Portugais font marche arrière, s'organisent et reviennent plus nombreux et plus armés. Dans Voyage au Sénégal, Jean-Baptiste Léonard Durand parle de la fureur des Africains qui mettent le feu sur des bâtiments, des négriers, dès qu'ils en ont l'occasion. Mungo Park, dans son livre intitulé Voyage dans l'intérieur de l'Afrique. Joseph Elzias Morenas, dans Précis historique de la traite des Noirs et de l'esclavage colonial. Félix Chapizeau, dans Au pays de l'esclavage, font de même. Idem pour Daniel Lescalier, dans Réflexion sur le sort des Noirs dans nos colonies. Pensez à la revue La vie coloniale, édition du 1er janvier 1910. Ce n'est pas toujours sans lutte que nous prenons possession de nouveaux territoires, raconte un négrier. Dans Pétition contre la traite des Noirs, Joseph Ezea Morenas parle d'un enfant utilisé comme appât pour attirer des parents. Quand les parents accourent avec des bijoux pour libérer leur enfant, ils sont enchaînés à leur tour et pris en captivité. Dans cette période, nos ancêtres résistent de toute leur force à la cruauté. Ils tentent de proposer d'autres formes de coopération aux Européens. Pensez au roi du Dahomey, Agaya Trudeau, qui a déployé une énorme énergie résistante et politique, diplomatique, pour arrêter la traite, proposant d'autres formes explicites de coopération aux pays européens, faisant appel à leurs artisans. Ainsi en fut-il du roi des Ashantis. Mais les Européens ont rejeté cette offre. Ils voulaient une seule chose, soumettre l'Africain au travail non rémunéré pour avoir des gains incommensurables. Jaloux de leur souveraineté, les rois se battront contre l'envahisseur. Leur peuple suivra le mot d'ordre de résistance. Pensez au roi ghanéen Badou Bonsou II en 1838. Les têtes de deux émissaires néerlandais du général Jean Verseur sont retrouvées suspendues au trône du roi Badou Bonsou II. En guise de représailles, le roi est condamné à mort. Il est pendu, décapité. Sa tête est conservée dans du formol et transportée aux Pays-Bas. Pensez à Zinga Kouyo, le roi du Congo, décapité par les Portugais à la bataille d'Ambula le 29 octobre 1665. La première guerre entre un État africain et un État européen. Meurtrière historique légendaire. N'oublions jamais la bravoure de ce roi qui refusa de céder les mines de son royaume aux Portugais. Il défendit les richesses de son pays jusqu'à verser la dernière goutte de son sang. On parle de commerce des esclaves. Mais sachons que la période dont nous parlons est celle d'une guerre dans laquelle nos ancêtres ont fait preuve de bravoure, sachant qu'ils n'ont pas baissé la tête devant l'envahisseur. Ils se sont battus jusqu'à la dernière énergie. Pensez au déplacement des populations pour échapper à l'envahisseur. Dans de nombreuses régions, elles se sont réfugiées dans des zones montagneuses, dans des falaises. De vastes espaces se sont dépeuplés. Les populations ont perdu attache avec leur terroir. Nous parlons d'une génération qui a su identifier sa vocation et qui l'a remplie. La vérité historique, c'est celle d'une guerre, une guerre effroyable menée par une coalition contre nos ancêtres. Nos ancêtres ont perdu la guerre et les vainqueurs ont écrit l'histoire. Mais nos ancêtres n'ont pas perdu la guerre par faiblesse, mais parce qu'ils avaient affaire à une coalition internationale. De plus, ils n'étaient pas préparés à faire cette guerre. Dans une relation commerciale, il y a un objet de vente, un vendeur, une négociation, une entente, une conclusion de vente. Il n'y a pas d'arme à feu, pas de razzia, pas de tuerie. Quand le vendeur ne veut pas vendre, est-ce que l'acheteur le tue? Est-ce que l'acheteur enlève des enfants, puis demande la rançon aux parents? Et lorsque les parents se présentent, ils sont capturés et embarqués avec les mêmes enfants. Est-ce le commerce? C'est pourtant ce qui se passait. Et si le prétendu vendeur était consentant, alors pourquoi s'organisait-il pour brûler les forts des soi-disant acheteurs? Peut-on parler en même temps de commerce et de razzia, de commerce et de tuerie? Mes chers amis, cette guerre déstabilise le continent, notamment sur le plan démographique. L'historiographie occidentale minimise les dégâts humains en évaluant à 11, à la limite à 18 millions de pertes essuyées par notre continent. Pourtant,
Les travaux de l'historienne Louise-Marie Diop-Maes font état d'une perte de l'ordre de 400 millions d'habitants en 3 siècles du fait des Africains décimés dans des razzias, jetés des bateaux négriers, massacrés sur les plantations, suite à des révoltes, etc. Yovoda était une entreprise de la mort. La mort était présente lors des razzias, dans des guerres provoquées par des Européens, au cours de la traversée de l'océan, dans des plantations, bref partout. Fanon nous invite à identifier la mission de notre génération, choisie entre la remplir et la trahir. Quelle est notre mission en face d'un crime aussi dévastateur, perpétré par une coalition internationale? Notre mission consiste à étudier l'histoire, à découvrir ce qui s'est vraiment passé. Questionner l'histoire officielle écrite par le vainqueur. Il faut trouver d'autres mots pour plus juste qui collent à la réalité. Alors, ne dites plus commerce des esclaves noirs, car il n'y a pas eu commerce, il y a eu Yovoda, c'est-à-dire, entre guillemets, la cruauté du blanc. À l'issue de Yovoda, le vainqueur nous impose son narratif, en tordant le cou à la vérité des faits, en dissimulant ses crimes, en s'arrogeant le beau rôle, en transférant la culpabilité sur la victime. Voilà la mission de notre génération, changer les narratifs pour rendre justice à nos ancêtres et façonner l'imaginaire de nos enfants. Nos enfants doivent être en mesure de regarder la réalité en face, sans baisser la tête, parce que soi-disant leurs arrière-grands-parents auraient vendu leurs frères, parce que cela ne s'est pas passé ainsi. Mes chers amis, c'est avec ce vœu que je vous quitte provisoirement. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et likez. Dites-nous dans vos commentaires ce que notre génération doit faire pour être digne des ancêtres qui ont donné leur vie pour notre liberté et pour notre dignité. C'était Maurice Simodium du Tintan, un puissant 55.